celui d'un symbole national en danger. Même le panda aussi. Non, ouais. C'est pas vrai. Peut-être au mais ça, c'est juste des des plantes chimiques, T'as entendu 32 000 pour cloner un chat. Putain, et pour les chiens, pareil. C'est parti le même prix. Ah putain, c'est... Putain, le pire, je savais pas que c'était comme ça. Le long de la Seine, tout près de Paris, cette usine reçoit chaque jour des tonnes de poubelles. La plupart de ces déchets ne sont pas recyclables, alors ils vont être incinérés. On traite 70 000 tonnes de déchets par an, et ce sont des déchets qui viennent des arrondissements parisiens les plus proches, ainsi que des communes limitrophes de l'installation. L'activité est sensible. Il faut être sûr que les fumées rejetées par l'incinérateur ne sont pas polluées. Elles pourraient contenir des oxydes d'azote, de soufre, des métaux lourds ou encore des dioxines. Des polluants dangereux pour l'homme. Alors pour éviter cela, de nombreux capteurs ont été installés. Et depuis quelques mois, elles aussi jouent un rôle crucial. Ces abeilles installées au pied de l'incinérateur ne sont pas là uniquement pour fabriquer du miel. Elles surveillent la pollution à des kilomètres à la ronde. Ce sont des abeilles comme celle-ci à la japonaise. Donc cette abeille-là, elle a entre 4 et 6 semaines, elle est née sur le site. Ça veut dire qu'elle s'est bien imprégnée dans l'environnement. Et quand je la récupère, je vais bien avoir une idée de ce qu'elles ont pu trouver, collecter. Donc à la fois dans l'air, parce que les polluants vont venir se mettre sur elle, mais également dans l'eau quand elle va les boire, et puis dans le sol, au travers des fleurs qu'elles vont les butiner. Voilà pourquoi les abeilles sont intéressantes. Elles ont sillonné tout l'environnement. Benjamin, spécialiste de cet insecte, va en prélever 5 pour les analyser. Il va ensuite vérifier que les ruches se portent bien. Chacune contient environ 30 000 abeilles. On voit qu'elles n'ont pas les ailes déformées, qu'elles ne sont pas tremblantes, qu'elles n'ont pas de perte de pilosité. À première vue, ces abeilles semblent bien supporter d'être au pied de l'incinérateur. Mais pour s'en assurer, il faut aller en laboratoire. Donc 5 abeilles par ruche, comme d'habitude. Parfait. Voilà, on va les stocker. Ce scientifique va analyser les molécules des abeilles. Si l'environnement est pollué, et les abeilles peuvent accumuler cette oxydation de leur donc on peut aller à regarder cette biomarqueur. En clair, si l'abeille a rencontré trop de polluants, cela se verra dans son organisme. Et si c'est le cas, il faudra poursuivre l'enquête pour savoir quel est le polluant en question. Au bout de quelques jours, les résultats arrivent enfin. Il n'y a pas de valeurs qui sont piques, donc ça veut dire que l'incinérateur a fait une démission particulière qui aurait pu endommager l'état de santé des abeilles. On peut penser que si les abeilles se portent pas trop mal, alors le reste des pollinisateurs se portent pas trop mal, et comme ils sont à la base de la biodiversité, ça reste un grand pourcentage très important. Ça réussit en fait. Aujourd'hui, une quarantaine de sites industriels en France utilisent cette méthode de surveillance de l'environnement. Profondément la technique pour que ça marche. Ou c'est le hasard. Toujours au chapitre écologie, on sait, l'une des sources les plus importantes de gaz à effet de serre, c'est l'élevage de bétail et donc la surconsommation de viande. Alors pour remplacer le poulet ou le bœuf dans nos assiettes, il existe aujourd'hui des viandes végétales. Mais pour Saveurs et de nutriments, et de charlotte et nouveau. Sa couleur, sa texture, sa cuisson. Là, vous voyez, on a l'intérieur qui est arrosé. Petit côté saignant, on va l'obtenir avec du jus de betterave. Il a tout d'un steak, mais ce n'est pas de la viande. Protéines de pois, huile de coco, arômes artificiels, ce produit végétal est à la carte de ce restaurant depuis quelques mois. On s'éloigne tout simplement du steak de légumes, parfois de pâtes, en tout cas un peu en mieux, pour se rapprocher des choses plus confortables dans la maison. Vendu 2 € plus cher, cette imitation presque parfaite séduit. En moyenne, un client sur 4 le commande. Nous l'avons testé dans la rue. Oh, c'est trop bon. C'est trop bon? T'as vu que ça a de la viande de bœuf? Ah ouais? Non. C'est bon. Et on voit même pas la différence avec la viande au goût. Mais tout le monde ne se laisse pas tromper. J'aimerais une bouffe végétarienne. Je pense que je préfère manger de la salade ou un plat végétarien que de la viande. De plus en plus d'enseignes se lancent sur le marché de la viande végétale, comme cette usine de charcuterie que nous avions visitée en avril dernier. Pour son directeur, l'aspect de ces produits est le premier argument de vente. On nous verra
de proposer aux gens une solution connue. Si on se pointe avec un projet tout carré, tout gris, et on lui donne un nom Booms Booms, non, on n'achètera pas. Saucisses, steaks ou nuggets, ils portent les mêmes noms que leurs équivalents carnés. Mais ont-ils les mêmes qualités nutritionnelles? Ces viandes végétales peuvent remplacer la viande quant à l'apport protéique. En revanche, ils n'apportent pas suffisamment de fer. Ce sont des produits qui sont très gras, aussi gras qu'une viande grasse, que les viandes les plus grasses. Ils sont également très salés. Les grandes chaînes de fast-food se lancent à leur tour dans ces substituts. D'ici 2030, ils pourraient capter 10% du marché total de la viande. Voilà au contraire une recette vieille de plus de 2 siècles. La biscotte a été popularisée durant la Première Guerre mondiale et elle a encore une place de choix dans nos placards. Ah ouais, la biscotte. Mais en France, il n'existe plus qu'un seul endroit où on la fabrique de façon artisanale. En partage de Grégoire Guisto. Ils l'ont mis au début. Ah, j'ai pas écouté. Il y a 200 ans. 200 ans. En 1700. En Dordogne, cette petite musique résonne depuis près d'un siècle. Des biscottes nature, biscottes et biscottes de chocolat. Nous sommes dans une biscotterie artisanale et à Saint-Germain-du-Salon, la recette n'a pour ainsi dire jamais changé. C'est du pain amélioré parce que c'est du pain de mie. Et on dit souvent que pour fabriquer une biscotte, on fait un produit qui est à mi-chemin entre la brioche et le pain. Donc c'est vraiment du pain de mie, une brioche sans œufs. Un pain de mie cuit à 2 reprises, comme son nom l'indique. Donc ici on a la partie cuisson des pains de mie, et puis on a ici la cuisson ou le grillage des biscottes. Des gros Oui, les biscottes on devrait progressivement. On a dans notre une cuisson qui est très qui vient, à contrario de biscottes, on va dire plus industrielles, qui saisissent le produit et qui ont une cuisson très haute et très très courte. Et pour obtenir une biscotte parfaite, entendez qu'il ne se brisera pas dans vos mains au moment de la beurrer. Les pains de mie doivent reposer ici avant de repasser en cuisson. Attention, on voit d'ailleurs toutes les petites bulles qu'on va retrouver dans notre future biscotte à cœur et qui est liée justement au travail de la pâte qu'on aura fait avant. Et pour s'approvisionner en matières premières, Sylvain Boucher n'a que quelques kilomètres à parcourir à travers le Périgord vert jusqu'au moulin de Frédéric, agriculteur bio. Les biscottes peuvent sortir du lot parce qu'on a des farines aussi qui sont à la hauteur. Voilà, donc du plateau, aller chercher une qualité en local, c'est super. On travaille avec 2 minotiers et 2 minotiers qui sont sur le département. Pour moi, c'est vraiment du sens et que eux se fournissent aussi en local. C'est sans doute pour ça que l'atelier attire chaque année pas moins de 50 000 curieux. Le son est là. Le son parle. Croustillant, délicieux. C'est pas comme ça. C'est léger et le goût est là aussi. Un produit artisanal qui coûte Bien dit. 30% plus cher que les biscottes industrielles. Bien dit. Mais pour 50 centimes de plus le paquet en moyenne, certains ont vite fait leur choix. Et que diriez-vous de beurrer vos biscottes demain matin, suspendues dans le vide, dormir sur une sorte de lit de camp à flanc de montagne? Voilà une expérience vertigineuse que sortent de plus en plus d'amoureux de sensations fortes. Je vous conseille tout de même d'attendre la fin de cette campagne avant de vous décider. Jean-Marie Bagueilleco et Vincent Pierre. En apesanteur et à flanc de falaise, perché à 500 mètres au-dessus du vide. Attendez, c'est batte tutto cacco. S'offrir une nuit avec vue sur le lac d'Annecy. Ça donne des sensations. Mais profiter de ce décor, ça se mérite. Et va chercher les là. Jusqu'au sommet de la falaise. C'est pour toi, ça. On va dormir sur la falaise, quoi. Ça va être assez exceptionnel. Ces 3 amis en quête de sensations fortes ne vont pas être déçus. Bienvenue au sommet de la falaise du Mont Baron, d'accord, qui surplombe le lac d'Annecy. Altitude 1300 mètres. Mais désormais, il faut descendre en rappel pour rejoindre leur lit pour la Et nuit. c'est parti, les pieds à plat sur le rocher. Voilà, parfait. Un vrai proche. 20 mètres plus bas, leur guide a installé des portes à lèche. Il s'agit de tentes de parois solidement fixées à la roche. Une fois installé dans cette porte à lèche, la vue est tout simplement époustouflante. Mais avant de passer la nuit suspendue en vide, il faut évidemment se munir d'un baudrier et d'un beau sac de couchage. Jusqu'à présent, ce camping vertical était réservé aux professionnels de l'escalade. Je vais dormir comme ça ce soir. Des expéditions vertigineuses popularisées sur les réseaux sociaux par cette américaine spécialiste des grandes ascensions.
la pratique se développe désormais en France, où les guides de haute montagne vous proposent de l'adrénaline en toute sécurité. La sécurité, c'est la corde. Donc toute la nuit, tout le temps, on est toujours relié au rocher par une corde.